Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je reçois dans notre émission Décodage Monsieur Jean-Michel Cotrébil, qui est, on va dire, le nouveau, c'est pas tellement vieux, président du comité régional des pêches et élevages marins. Alors, ce n'est pas quelqu'un de très connu, mais il n'est pas là depuis très longtemps. Et donc, pour que vous fassiez connaissance avec ce marin-pêcheur, parce que c'est un vrai marin-pêcheur, qui vit de ça, qui vit de cette activité, eh bien, je vais lui demander de se présenter. Bonsoir à M. Paolo, bonsoir à la population martiniquaise, bonsoir à Zouk TV, merci de cette invitation. Puis je salue aussi l'ensemble des marins-pêcheurs de Martinique, puisque je suis quand même président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, marins-pêcheurs et aquaculture. Donc je m'appelle Cotrébil Jean-Michel, effectivement, comme vous l'avez dit. Je suis marin-pêcheur actif et j'ai fait que ça de ma vie. Donc c'est un métier noble qui nourrit son homme, puisque vous avez vu, hein, je garde toujours quand même le sourire, même quand c'est difficile. Et j'ai fait toutes sortes d'activités. Hein. Donc je ne suis pas resté qu'en Martinique, puisque j'ai été bosco sur des bateaux, où j'ai fait de la long line en Guyane. Alors précisez long line parce que nos téléspectateurs... C'est une ligne, une grande ligne, voilà, qui est équipée d'hameçons. On appelle ça des leaders. Et ces grandes lignes de 80 km dans le temps étaient balisées avec des balises goniomètres. Et on récupérait avec un radio-goniomètre. Et on faisait la pêche au thon. Donc c'était au large de la Guyane, au large du Cap-Orange, au large du Brésil. Et on est même venu en Martinique. Après, j'ai navigué en Guyane, puisque j'ai fait beaucoup de pêche au filet dérivant. Pour la coupa rouge, le mâcheron jaune et tout ça. Je connais toutes les espèces de poissons là-bas. J'ai navigué en Guadeloupe, sur un 24 mètres, où j'étais sur un caseur. Navigué aussi sur un 24 mètres en Martinique, puisque j'étais maître d'équipage et second à bord. On allait faire la pêche sur le banc de Guyane. Après, je me suis mis à mon compte, où j'ai toujours été à mon compte, hein, mais bon, après, j'ai conjugué les deux. Hein. Et là, je fais la pêche en yole. Donc, tout ce qui est casier, filet, pêcher au large du banc d'Amérique. C'est un banc de poisson rouge qu'on a à 30 et quelques kilomètres au nord-est de la Martinique. Je coupe mon bois moi-même, je confectionne mes casiers moi-même, mon filet moi-même, je remonte moi-même. Enfin, je suis complet, quoi. Très bien. Et dites-moi, M. Cotrébil, où est-ce que vous avez appris ce métier? Parce que tous les métiers s'apprennent, et celui de marin-pêcheur, autant que les autres, peut-être même plus. Je vais faire une petite confidence à la population martiniquaise, parce que je veux dire que M. Cotrébil n'a eu que son grand-père qui était marin-pêcheur, mais pas mon père. Mais mon grand-père, je ne l'ai pas connu suffisamment, parce que j'avais à peine 3 ans quand il est décédé. Et à 8 ans, quand j'avais 8 ans, je marchais sur le pont de l'Épinette. Et j'ai vu deux jeunes habillés en marinière, et j'ai dit que je veux être habillé comme ça. Donc j'ai fait toutes mes classes. Et après, arrivé en première adaptation, puisque j'étais au lycée Petit Manoir, j'ai décidé d'aller m'inscrire moi-même, sans que ma mère sache, à l'EAM, dans le temps, l'école d'apprentissage maritime. Oui. Et j'ai passé mon CAM et je l'ai eu sans aller à l'examen. Très bien. Donc, si je conclue pour cette partie-là, donc vous êtes un marin-pêcheur actif, oui, dont c'est l'activité depuis quasiment toujours. Oui. Et donc, une activité qui a pris toutes sortes de formes, puisque sur des bateaux quand même importants, 24 mètres, c'est pas rien. Et puis aujourd'hui, sur une yole, où vous faites à la fois de la pêche côtière et puis de la pêche au large. Tout à fait. Très bien. Alors, M. Cotrébil, vous êtes le président du comité régional des pêches et élevages marins. Et ce comité, vous êtes président depuis quand? C'est depuis le 1er juin 2022. Très bien. Donc, par conséquent, on a un petit peu plus d'1 an, 1 an et demi, on va dire. Qu'est-ce que c'est que le comité régional des pêches et élevages marins? Donc, c'est une structure, hein, c'est une organisation professionnelle qui, en tant que président, j'ai la tâche de rassembler normalement les pêcheurs, de gérer la ressource. Il y a tout un panel, hein, de choses. Hein.
à se déplacer au niveau du national, puisqu'il y a une représentativité nationale, et par faire en sorte que la population martiniquaise elle-même mange du poisson frais. Donc on a entendu toutes les problématiques qu'il y a en ce moment sur la pêche ou sur le poisson, mais mon rôle, ce n'est pas de faire de la désinformation, c'est de donner de la bonne information. Voilà un petit peu le rôle du comité, puis d'englober tout. Si je dis que, par exemple, le comité régional des pêches et élevage marin, c'est presque une chambre de commerce, mais spécifique aux marins pêcheurs et aux aquaculteurs. Est-ce que je dis une bêtise? Non, vous ne dites pas de bêtises. C'est la chambre consulaire des pêcheurs. Voilà. Donc, vous avez été élu il y a un an et demi, et en dehors de la présidence du comité régional des pêches et élevage marin, est-ce que vous avez d'autres mandats, d'autres représentations que vous assurez? Oui. Alors, par exemple? Donc, j'ai été élu récemment président du conseil de gestion du parc marin. Alors, le parc marin, qu'est-ce que c'est? C'est pour la biodiversité. Donc, je dois associer tous les acteurs martiniquais dans le monde de la mer, parce que la mer, c'est un espace à partager. Donc, pour les baigneurs, les pêcheurs, les plongeurs, les wall watchers, un peu tout le monde, monsieur tout le monde. Les plaisanciers? Les plaisanciers. Donc, il faut automatiquement organiser tout cela. Et je suis quand même le président d'un conseil de gestion de 53 membres. Ce sont des Martiniquaises et des Martiniquais qui siègent dedans bénévolement, je dis bien bénévolement. Et au comité régional, nous sommes 21 à siéger au conseil d'administration. Donc, le parc naturel marin, c'est l'équivalent du parc naturel régional, mais pour la mer. Pour la mer, avec une grande surface quand même. Avec une surface évidemment très importante. C'est deux entités différentes puisque c'est l'État et le parc naturel régional, c'est la collectivité. Tout à fait. Bien. Si je vous demande comment se porte le secteur de la pêche aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me répondre simplement? Oui, je vais vous dire simplement. Bon, ce matin, j'étais en mer. Bon, c'était pas trop mauvais. Donc, faut se dire que en Martinique, il y a eu de très très bonnes périodes de pêche. Maintenant, il y a une raréfaction du produit sur certaines espèces. Donc, je prends l'exemple l'oursin, qui a eu un effet de braconnage hors pair, parce qu'il y a beaucoup de braconnage en ce moment. Mais suite au réchauffement climatique, on a constaté qu'il y a un blanchiment des coraux et on a 80% de la communauté corallienne qui est impactée, donc 44% très dégradée. Donc on commence vraiment à se poser des questions. Au niveau on va dire honnêtement, hein, la pêche en Martinique, c'est toujours la même pêche. Hein, on pratique la pêche du filet, c'est en saisonnalité. La période de Miquelon, c'est en saisonnalité. La période du poisson pélagique sur les DCP, dispositifs de concentration de poissons, c'est saisonnalité aussi. Donc en ce moment, ça donne pas trop. Mais on attend les jours meilleurs. Mais avec le sourire, ça va toujours. Un marin pêcheur aujourd'hui, je peux pas dire qu'il ne vit pas de sa pêche, quoi. C'est une activité qui nourrit un homme et sa famille. Vous avez un homme en face de vous qui est marin pêcheur. Eh bien, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a souvent l'impression que c'est quand même une activité qui est difficile. En général, on ne part pas à la pêche en fin de matinée, on part tôt, on part dans la nuit. Oui. Et donc, et puis la mer, ça a quand même des risques, il y a des dangers. Tout le monde est équipé au niveau sécurité, par exemple. Tout à fait. Donc, tous les marins pêcheurs ont des organes de sécurité. En cas d'avarie, on peut les repérer, on peut les retrouver. Donc c'est dès notre prise en fonction, hein, cette nouvelle mandature. Et je tenais quand même à saluer l'ensemble du conseil d'administration du comité qui m'a quand même mis en place et m'a alerté sur ce sujet de volet sécurité. Parce que c'est l'un des volets que nous avons évoqué dès notre prise de fonction avec la collectivité. Donc 150 marins pêcheurs ont été équipés de gilets de sauvetage équipés avec des PLB. Ce sont des balises de détresse qui ne sont pas autodéclanchantes, mais on peut les déclencher nous-mêmes. Et nous sommes sur le point de rencontrer avec la collectivité, puisqu'il y a encore des manquants. Hein. On ne va pas le nier, mais la vie n'a pas de prix, mais on prend cela quand même à boire le corps. Et je tiens vraiment à féliciter quand même le président de la collectivité, Serge Letchimy, qui nous accompagne et qui est vraiment prêt à nous accompagner, puisque, je viens de vous le dire, la vie n'a pas de prix, la sécurité d'abord et la pêche après. Très bien. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les marins pêcheurs qui sortent sont équipés en cas de problème, d'avarie,
on peut les retrouver. Oui, malheureusement, on a eu... on a eu quelques... Oui, il y a eu un cas récemment. Oui, on a eu un cas récemment. Je tiens quand même à le dire, mais c'est une logique. Il faut mettre son gilet avant de partir. Ce sont des précautions hein, pour chacun. Et bien chacune, puisqu'on a des femmes qui exercent le métier. Mais il faut aussi dire que c'est le destin des fois. Est-ce que les marins-pêcheurs mettent les équipements de sécurité qu'ils doivent avoir? Est-ce qu'ils le font? Parce que si ce n'est pas le cas, ça pose problème. C'est ce qui a été dit au conseil d'administration. Donc ça va être discuté avec l'ensemble des acteurs, puisque c'est primordial, hein, il faut le mettre. Bon, moi, je ne pars pas en mer si je ne l'ai pas. Donc, même dans ma baignoire, hein, je plus un peu, mais il faut vraiment prendre ça au sérieux, parce que là... On n'est pas ni branche. Hein. Voilà, tout à fait, c'est le dicton. Très bien. Et vous avez parlé rapidement de la ressource et vous avez dit que cette ressource était impactée par le réchauffement climatique. Mais est-ce qu'elle n'a pas été impactée aussi par un effort de pêche qui a sans doute été plus important que ce qu'elle permettait? Parce que bon, quand on plante de l'igname, si on veut récolter davantage, il suffit de planter davantage si on a le terrain pour ça. Mais les poissons, ça ne se fabrique pas. Enfin, je ne parle pas des aquaculteurs naturellement. Bon, est-ce qu'on n'a pas eu... Je me rappelle des polémiques sur le maillage des filets, le maillage des casiers, ça a été... Les marins-pêcheurs faisaient un peu de réticence, de résistance. Ça a été difficile. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effort de surpêche? Je ne dirais pas qu'il y a eu un effort de surpêche, parce que si mes souvenirs sont bons, j'ai navigué sur le Cayola 2, le navire de l'école de formation professionnelle. Et on allait sur le banc d'Amérique où les anciens pratiquaient le tombé levé. C'est une petite nasse, ils appâtaient, ils se soulevaient après, il y avait encore du poisson. Et je constate que sur le banc d'Amérique, là où je vais pêcher, il y a encore du poisson. Et il y a des techniques de pêche aussi qu'on n'emploie pas, comme avant, comme la pêche à la boule. Très peu de pêcheurs. La pêche à la boule. Donc on prend des pisquettes, ce qu'on appelle des pisciettes, on fait une boule de sable, on fait descendre et on pète et après on tire le poisson. Il y a très peu de pêcheurs qui le pratiquent. Vous savez, on a une chute considérable de marins-pêcheurs. On a perdu quand même 700 pêcheurs en 10 ans. Donc aujourd'hui... Comment on peut expliquer cette perte de marins-pêcheurs? Qu'est-ce qui explique ça? S'ils ont arrêté, ils ont pris... J'imagine que, comme toute la population des marins-pêcheurs vieillit, les marins-pêcheurs sont... Eux aussi, bon, on peut pas être marin-pêcheur ad vitam aeternam. Il y a un moment... C'est un métier physique, quand même. Il y a un moment, il faut s'arrêter. On ne peut plus. Alors, qu'est-ce qui explique cette diminution de marins-pêcheurs? Est-ce que ça pose un problème? Alors, cette diminution, c'est vrai qu'il y a eu des départs à la retraite. C'est vrai que récemment, j'ai vu qu'on est pratiquement arrivé à 1000 et quelques pêcheurs à la retraite. Donc, il y a des retraités actifs et retraités inactifs. Et je ne vais pas dire quelque chose de bête. Hein. Aujourd'hui, il faut quand même transmettre. Donc, on parle d'intergénérationnalité, mais il y a quelque chose qui a fait que beaucoup de marins, aujourd'hui, de jeunes marins qui veulent embrasser le métier, ne peuvent pas l'embrasser, même s'ils vont dans les écoles de formation. Pourquoi? Parce que c'est l'État français, hein, la déclaration sociale nominative est arrivée depuis 2021 et on n'arrive pas à embarquer nos jeunes. Donc il fallait trouver une solution. Parce qu'il faut passer par un tiers déclarant, déclarer les lignes de service. Vous voyez, c'est toute une problématique. Alors que sur les précédentes années, on recevait un titre de perception ENIM, on avait la part du patron, la part du matelot, les charges, et c'était vite réglé. Et on avait quand même 1200 pêcheurs. Donc ça a fait, toute cette paperasserie a fait que les pêcheurs n'ont pas voulu embarquer de jeunes, puisqu'il fallait faire des déclarations non seulement de lignes de service, mais il fallait faire des fiches de paye. Ils n'étaient pas habitués à cela. Donc aujourd'hui, on est en train de rectifier le tir, mais en quoi faisant? Et on va arriver dans le vif du sujet, et je tiens à vous le dire, M. Paolo. Le 21 juin 2023, j'étais avec mon secrétaire général, M. Hugues Francil, que je salue. Nous avons rencontré le secrétaire d'État chargé à la mer, M. Hervé Berville. Je suis parti avec un titre de perception ENIM. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, tout n'est pas à bannir, parce que ça a fonctionné. Ça a fonctionné.
Donc aujourd'hui, cette feuille de rôle, nous l'avons expliqué, puisque c'est quand même un ministre. Comment on voit les choses? Donc, au mois de juin, au mois d'octobre, j'ai eu une réunion en visio avec 2 personnes mandatées par 4 ministères pour travailler sur le sujet. Et très prochainement, il y aura encore une séance de travail, un groupe de travail DSN qui va se faire là très prochainement pour qu'on puisse y travailler. Comme à ce moment-là, bon, la proposition elle est très simple. J'espère qu'elle sera retenue. C'est d'embarquer nos jeunes comme nous, patrons pêcheurs, à l'année. Comme je lui avais dit, d'équiper le comité régional ou les comités régionaux qui ne le sont pas, ou qui le sont, ben, tant pis s'ils le sont, tant mieux, mais ceux qui ne sont pas, les équiper de logiciels de paye. Ça fera un emploi supplémentaire puisqu'on aura une comptable. Ça ne nous dérangera pas de travailler avec les prestataires de paye, pas du tout. C'est pas pour être en conflit avec eux, mais c'est simplement pour faire une fiche de paye et le patron pêcheur, s'il le faut, paiera une petite contribution pour avoir les fiches de paye des marins. Et je pense que ce serait une opportunité plus simple pour embrasser le métier. Mais ça voudrait dire qu'on sait combien de fois, si les marins pêcheurs concernés, les patrons s'y sortent tous les jours, ou combien de fois ils sortent, où ils vont et qu'est-ce qu'ils prennent. Tout à fait. Mais je veux vous dire simplement que votre retraite, elle est calculée sur une année, pas sur un jour, sur 2 jours. Parce que déclarer un jeune sur 3 jours pendant le mois, vous avez 12 mois, c'est 36 jours. C'est pas 365 jours du moins. Donc nous, à l'année, c'est plus rentable à l'année. Donc c'est ça qui a posé problème. Et aujourd'hui, eh ben, j'espère que cette solution sera retenue, sera étudiée ou affinée pour finir s'il le faut, pour qu'on trouve un résultat. Parce que c'est dommage que les DOM soient quand même 97% de la surface maritime française. Et aujourd'hui, on n'a pas de renouvellement de flotte, on n'a pas de renouvellement de jeunes. Ce serait catastrophique si on n'a plus de jeunes qui entrent dans le métier. D'accord. Donc aujourd'hui, combien de marins pêcheurs, combien de patrons avons-nous? Donc il y a 550 armements, ce qui est retenu en ce moment. Mais comme je vous ai dit... il y en a 700 qui ont cessé. Alors c'est ces 550 armements. Oui. C'est une activité à temps plein ou c'est... Quelle est la proportion parmi ces 550 qui pêchent, qui sont des marins pêcheurs actifs comme vous et qui vivent de cette activité? Tout à fait. Ils vivent de l'activité. Les 550. C'est 550. Donc vous avez 540 équipés en moteur hors bord et 10 unités pontées. Ce sont des bateaux. D'accord. Donc sur ces 550 personnes, vous avez une saisonnalité. Quand on ne va pas en mer pour les aléas climatiques, forte houle, forte mer, etc., mais on s'occupe. Donc on monte nos DCP, on monte nos casiers, on monte nos filets, on s'occupe. Et puis on attend les jours meilleurs de façon à ce que le résultat soit bon. Si sur une année, un marin pêcheur professionnel, actif comme vous, il sort combien de jours? Bon. En moyenne, grosso modo. Donc vous avez posé une bonne question, hein, M. Paolo. C'est vrai que je veux dire que je suis actif, je suis encore actif, mais ma fonction de président m'empêche d'aller en mer régulièrement. Mais quand c'est la période du pélagique, quand je dis Miquelon, parce que moi je suis un pêcheur de Miquelon, hein, quand je dis Miquelon, c'est un terme, hein, aller au large. Oui, ça veut dire qu'on ne voit pas les côtes. On voit les côtes. Ah, on voit les côtes, on voit les côtes. On voit les côtes. Oui, on voit les côtes. On voit les côtes, mais je vais chasser la dorade sur les épaves flottantes, ce qu'on appelle les bois. Les bois. Donc quand le poisson donne et le courant est opportun, ça m'arrive de faire 15 jours de Miquelon non-stop. Imaginez, 15 jours de Miquelon non-stop. Ça veut dire quoi? Tous les jours. Donc dès qu'il y a du poisson, j'y vais. Parce que j'ai un cousin qui vend des poissons. Là, je m'organise. Et quand vous allez à Miquelon, vous allez à quelle distance des côtes? Ça dépend. Au plus? Ça dépend. Je veux dire, ça varie. Je veux dire, en gros, quand le poisson est à 20-30 km des côtes, c'est déjà pas mal. Et des fois, c'est un peu plus loin. 20-30 km des côtes, ça nous amène où ça? Au large de quoi? Non, mais on voit encore la terre. Quand même. On voit encore la terre, quand même. Oui, bien oui. Bon, mais ça arrive qu'on ne voit pas la terre? Certains, oui. Ils vont. Bon, je vais être logique, hein, c'est qu'on cautionne certaines choses. Cautionne. C'est vrai que nos diplômes,
Et c'est vrai qu'il y a eu un petit échange assez houleux sur ça, sur la sécurité. Parce que nos yoles ne sont pas assurés pour aller au loin, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais moi, je suis assuré. Hein. Moi, je suis assuré en cas de dommages corporels et bateaux, hein. Et ainsi que d'autres pêcheurs. Mais il faut dire les choses. Nous sommes des marins pêcheurs. Il faut qu'on vive. Il faut qu'on aille chercher le poisson pour non seulement nous nourrir, mais nourrir une population, puisqu'on parle d'autonomie alimentaire. Donc, il faut que le marin pêcheur, quand il n'est pas en mer, il s'organise non seulement pour aller vendre, mais quand il n'y a pas de Miquelon encore, ben, il se prépare pour aller déjà aller couper son bois, pour confectionner ses casiers, acheter son grillage. Vous voyez, c'est tout, ça tourne 365 jours par 3. C'est une machine, un marin pêcheur. Il se repose, certes, mais c'est quelqu'un qui se réveille très tôt pour aller travailler. Comme tout travail, hein. Oui, bien sûr. Tout travail mérite salaire, tout travail a sa pénibilité. Mais je vais dire que c'est un métier, si on s'en prend sérieusement, ben, on gagne bien sa vie. Et alors, bon, très bien, il y a donc de la pêche qui est réalisée, donc il y a du poisson. Ça représente quoi par rapport à la consommation de poisson en Martinique? C'est une infime partie, bien sûr. C'est une vraie petite infime partie par rapport à ce que nous consommons. Puisque, si mes souvenirs sont bons, on avait déclaré 2200 tonnes de poissons pour la pêche martiniquaise. Et j'ai été un peu stupéfait de voir une étude récréative de l'Ifremer où, entre Guadeloupe, Martinique, tout ça, ça faisait un chiffre énorme. C'était vraiment trop énorme. Donc on s'est rendu compte que tout le monde est pêcheur, hein, tout le monde est marin pêcheur, quoi. Donc il fallait rectifier le tir. Mais alors comment on suit ça? Comment on sait le tonnage de poissons pêchés? Alors, comment on le sait? Comment on est certain de ce que l'on fait? Donc les marins pêcheurs de Martinique sont équipés de fiches de capture. Donc ils font des fiches de capture qu'ils doivent remettre tous les 3 mois. Donc ces fiches de capture sont récupérées à la direction de la mer, et la direction de la mer fait un petit topo là-dessus pour savoir qu'est-ce qui a été produit durant l'année. Et ces fiches de capture existent depuis combien de temps? Ça fait... wow, je me posais une question, ça fait un petit moment quand même. Hein. Je veux dire, en gros, peut-être 5 ans, 5-6 ans, je sais juste mes souvenirs sont bons. D'accord. Mais je vais dire que c'est une très bonne initiative. Et je vous ai parlé du renouvellement de flotte. Et aujourd'hui, je tiens quand même à le redire. 87% des marins pêcheurs de Martinique font ces formalités. Quand nous avons pris la nouvelle gouvernance, beaucoup de mes prédécesseurs disaient de ne pas déclarer. Et pourquoi? Je ne sais pas quelle était leur dynamique, mais je le dis ouvertement. C'est eux qui nous disaient de ne pas payer l'URSSAF, de ne pas payer la CPO, de ne pas payer... Alors la CPO, c'est la cotisation professionnelle obligatoire. D'accord. De ne pas payer l'URSSAF... C'est ça qui finance le comité des pêches. D'accord. Tout à fait. De ne pas prendre de rôle plein, de prendre des demi-rôles, de ne pas faire de déclaration de fiches de capture. Ah ben ce sont ces mêmes personnes-là, mes prédécesseurs, les présidents qui sont passés avant moi, qui ont fait toutes ces formalités et qui aujourd'hui continuent à pimenter faire du buzz, disant que le président du comité des pêches veut bloquer ceci. Je n'ai aucun intérêt, M. Paolo, à faire ça. Aucun. Aujourd'hui, les professionnels ne peuvent pas dire que sous cette nouvelle gouvernance, ils n'ont pas compris. Nous héritons de passifs, nous héritons d'un actif. Mais aujourd'hui, une fois qu'on a pris les rênes du comité, il faut le dire à la population. Le comité des pêches était sans téléphone pendant 2 ans. Ce sont les employés du comité qui travaillaient avec leur portable, qui ont fait toutes ces formalités. Et je salue ces femmes et ces hommes qui travaillent au quotidien pour les marins pêcheurs. Vous êtes en train de me dire que la chambre consulaire des gens de mer, des marins pêcheurs et des aquaculteurs ne disposait pas des moyens minimum, un téléphone, pour pouvoir travailler. Et je crois savoir que vos locaux sont quelquefois, par temps de pluie, étaient inondés. Comment c'est possible? Ben écoutez, M. Paolo, comme je vous ai dit, hein, nous héritons d'un passif et d'un actif. Arrivé là, j'ai dit que c'est pas possible. Et j'ai horreur de faire des promesses. Donc, nous avons dû faire une manifestation pour expliquer au président de la collectivité que nous sommes dans l'urgence. On ne peut pas avoir une maison mère, on ne peut pas demander aux pêcheurs de faire tant d'efforts
si la maison mère n'est pas saine, n'est pas propre. Et j'ai trouvé des locaux vraiment insalubres. Et c'était à la limite de l'impensable. Donc, Et il y a une perspective d'amélioration? Ben, je dirais oui, puisque le président de la collectivité, Serge Letchimy, je salue cet homme. Je salue cet homme parce que c'est un grand homme, hein, peu importe, hein, c'est le président de la collectivité. Hein. Je l'ai rencontré récemment et il est prêt. Il a toujours été prêt de nous accompagner. Mais il est prêt. Il est fin prêt. Parce qu'il a vu qu'il y a de la mouvance, il y a de la dynamique, il y a du dynamisme, il y a du résultat. Et aujourd'hui, une organisation professionnelle n'étant pas à jour de ses cotisations sociales et fiscales, on ne peut pas aller comme ça. Ça, c'est clair. C'est la mort de la structure, c'est la mort de la pêche. Surtout que dans cette structure, nous avons une autre structure qui s'appelle le CAMPA. C'est un centre administratif qui accompagne les marins pêcheurs, où quand même 200 et quelques pêcheurs ont donné mandat pour faire toutes les formalités, ils viennent et ils signent. On les explique tranquillement. Donc on fait les embarquements, les débarquements, on a fait on fait les fiches de capture, on a fait les aides chlordécone, les aides carburant, les aides Covid. On fait tout là au comité des pêches. Là, au janvier 24, les pêcheurs, ils ont eu un allègement des charges sociales sur la CRDS. Donc, il fallait mettre le ministre Caranco dans une gueule, hein. Il fallait le mettre assis, là, pour lui parler. Hein. Il dit que le processus n'était pas bon et qu'aujourd'hui, le processus fonctionne. Et aujourd'hui, nos pêcheurs, ils sont ravis. Mais est-ce que tout cet accompagnement, toutes ces aides, est-ce que ça se traduit quelque part dans l'augmentation des captures, donc des poissons? Parce que quand on va dans les surfaces commerciales, on trouve du poisson, on ne sait pas forcément d'où il vient. Ce qu'on voit par contre, c'est le prix. Et le prix du poisson a pris l'ascenseur depuis quelques années. Oui, c'est ce que je dis. Ça devient extrêmement cher. Tout à fait. Et donc par conséquent, ça n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Quand vous avez un poisson qui est à 24 € le kilo, il vaut mieux ne pas manger beaucoup. Hein. C'est vrai que vous avez raison, M. Paolo, mais ce que je dis à la population martiniquaise, c'est de ne pas hésiter à poser des questions auprès de leurs marins pêcheurs. Parce que nous, sur nos fiches de capture, on nous parle de la FAO 31, c'est la zone de pêche où nous travaillons. Et ça ne dérange pas, ça n'empêche personne de poser des questions où vous avez pêché le poisson, à quelle heure vous avez pêché, parce que c'est du poisson que nous pêchons dans les heures qui suivent, consommable à midi, avant midi, quoi. Donc, c'est pas... Alors, le poisson qui est pêché, il est commercialisé par qui? Directement par les marins pêcheurs? Ça dépend. Il y a des revendeurs, il y a des marins pêcheurs qui revendent le poisson eux-mêmes. On les vend dans les sur les étals de vente aussi, ça arrive? Oui, ça arrive. Est-ce que les hypermarchés jouent le jeu? Il y a une marge supplémentaire. Hein. Sans doute. Mais est-ce qu'au moins, ils font l'effort de s'approvisionner auprès des marins pêcheurs? Oui, il y en a qui s'approvisionnent. Et vous avez une organisation par rapport à ça? Non, nous, au niveau du comité de pêche, non. Mais chaque pêcheur s'organise en fonction de sa production. Est-ce que ce ne serait pas utile de mutualiser, de ne pas forcément laisser chaque marin pêcheur se débrouiller, et puis de mutualiser cette affaire-là, c'est-à-dire donc que l'ensemble de la production puisse être commercialisée dans des conditions correctes? Oui, non, mais je vous dirais simplement que ça fait ses preuves. C'est une perspective, c'est quelque chose vers laquelle vous pourriez aller? C'est déjà, je ne vais pas dire que c'est une perspective, mais que c'est déjà quasi acté. Puisqu'on a un site internet Poisson Martinique, désolé, hein, Poisson Martinique, qui a fait ses preuves pendant le Covid, où beaucoup de marins pêcheurs ont vendu leurs poissons via ce site. Donc aujourd'hui, il y a d'autres perspectives, hein, mais il faut avoir les sous. Donc il faut quand même répondre aux fonds européens et aux fonds d'État pour arriver à une vraie commercialisation sur le territoire. Et est-ce que les marins pêcheurs bénéficient, à l'instar des producteurs de bananes, d'aide par rapport à leur production, à leur pêche? Oui. Donc, est-ce que ça existe? Oui. Donc, et comment cette aide leur est accordée? Donc pour les marins pêcheurs, c'est 1 € un kilo. Donc ça passe par... Avant, il y avait le PCS, le plan de cotisation des surcoûts.
mais qui passe CCS, cotisation des surcoûts. Et c'est 1 euro par kilo, c'est pas beaucoup, hein? Bah écoutez, c'est mieux que rien. Sur 24 euros, vous prenez ça à 23, ça va pas qu'à faire en pile, hein? C'est mieux que rien, c'est mieux que rien, M. Paolo, puisque je vous dirais aujourd'hui, moi en tant que professionnel, je pense que tous les professionnels qui m'entendent et les familles... Ça fait même pas 10%, monsieur Gaudry. C'est mieux que rien, M. Paolo. Oui, quand on a... Sans doute. Attends, mais... 10% de rien, c'est quoi? C'est rien. Donc, d'accord. Vous savez, donc, aujourd'hui, vous avez tout plein de critères aujourd'hui qui montrent que les professionnels peuvent faire des efforts. Ils ont fait des efforts. Donc aujourd'hui, c'est pas le comité des pêches qui fixe les prix. Ça, c'est pas moi. C'est pas les prix sont libres. Maintenant, si le professionnel vous vend un poisson à 14 euros le kilo transformé, c'est un poisson de qualité. Donc, quand vous dites transformé, ça veut dire cahier vidé, par exemple. Ça peut être comme ça. Ça peut non, parce que vous ne pas cahier poisson encore, ça finit par être là. Ben oui. Ah oui. Non, il y a quand même certains endroits comme le Vauclin, comme Trinité, comme le François. Si vous habitez, je ne sais pas, moi, à Fort-de-France, vous ne pouvez pas monter Vauclin pour mon poisson. Surtout si vous pensez quand vous voulez manger poisson, ou ça à 10h du matin pour midi. Oui. Non, mais il faut s'y prendre tôt, c'est pas l'eau. Mais non, ça c'est facile quand il y a un poisson. Et c'est pour que vous prendre ça en main, fait thématique là, les enfants, moi ça fait, nos affaires, ils nous ont préparé ça au niveau des écoles. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé du réchauffement climatique. C'est quelque chose que vous percevez, le blanchissement des coraux, et donc la diminution du nombre de poissons. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de notre manière de vivre, qui conduisent à une diminution de la ressource? Des questions de pollution, par exemple. Tout à fait. Il y a la pollution des bassins versants, il y a l'assainissement, il y a tout plein de critères. Aujourd'hui, il faut se pencher sur beaucoup de paramètres. Donc, c'est vrai qu'en tant que jeune pêcheur, jeune pêcheur, pas si jeune que ça, mais il y a des questions à se poser. Parce que de Trinité à François, j'ai beaucoup de pêcheurs qui plongent. Je les envoie plonger pour regarder un petit peu l'état des coraux et ils me le disent, que c'est vraiment blanc. Et tout le tour de la Martinique, c'est vraiment blanc. Donc il faudrait que nous, professionnels, l'habitat du poisson, c'est le corail. Donc si les coraux sont morts, on n'aura pas de poisson. Donc il faut se poser les bonnes questions. C'est pour cela qu'on a jugé bon, comme mes prédécesseurs l'ont fait. Alors, c'est l'effet du réchauffement climatique, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs? J'espère que je ne me trompe pas. Sur le volet de l'assainissement, il faut vraiment qu'au niveau de l'assainissement, qu'on soit bon élève. On voit des choses, on se dit, à la limite, des stations d'épuration surbookées qui se déversent dans la mer, des trucs comme ça. Donc, ou des stations d'épuration qui ne sont pas aux normes aussi, ça existe. Oui, effectivement, ça existe. Il faut vraiment se pencher sur le sujet. Et c'est un peu dommage d'en parler, mais il faut vraiment s'y pencher sérieusement. Est-ce que vous avez le sentiment que cette question-là est vraiment prise à bras le corps? Bon, c'est une question politique. Ça, franchement, c'est une question politique. Il faut que ce soit les politiques qui en discutent. Et je compte vraiment sur eux parce que moi, je suis président du comité des pêches, mais aussi, je suis élu de la ville de Trinité. Je suis élu communautaire à la commission pêche à Cap-Nord. Et tous les jours, on y pense. On s'en parle. Mais moi, je ne suis pas président ni de PCI, ni de collectivité, ni de quoi que ce soit. Mais je suis prêt à travailler avec tous les maires pour qu'on puisse faire quelque chose de bien pour la population, pour naviguer ou se baigner en toute quiétude, sans qu'il n'y ait aucun problème, quoi. D'accord. Donc, c'est un souci, vous considérez que cette affaire de traitement des eaux usées, le fait que les stations d'épuration soient surbookées, qu'elles soient défectueuses, c'est un problème. Après, vous avez aussi les sargasses. Bon, les sargasses arrivent, il y a une oxygénation de certains sites. Donc, on a constaté qu'on a perdu beaucoup d'oursins sur certains sites. Il y a pas mal d'espèces de poissons qui ont disparu. On se pose des questions. Il faut quand même faire confiance. On dit de ne pas faire confiance à la science, mais on sera obligé de faire des études scientifiques pour savoir vraiment ce qui se passe. Alors, parce que c'est mondial. Puisque vous parlez de science, il y a de cela
une quarantaine d'années d'ailleurs, hein. Oui. Il y a un économiste de l'Orstom, qui est un organisme de recherche, un scientifique, qui s'appelait Claude de Miras, qui avait fait un rapport, qui avait fait du bruit à l'époque, 1984, hein, et qui proposait que pendant un temps assez long, on arrête la pêche autour de la Martinique pour permettre à la ressource de se renouveler. À l'époque, je m'en souviens parfaitement parce que je travaillais au conseil régional et la profession dans son ensemble était assez hostile à ça. Et pas que la profession d'ailleurs, certains élus. Et puis on est arrivé, 12 ans plus tard, 96 me semble-t-il, ou un peu après, à des zones de cantonnement. Alors où en est-on? C'est quoi une zone de cantonnement? Combien il y en a? Où sont-elles? Et qu'est-ce que ça devient? Donc les zones de cantonnement, ce sont des zones qui sont plus ou moins, je vais dire en gros sécurisées pour, je vais dire honnêtement, pour les géniteurs. Beaucoup de personnes ne veulent pas l'entendre, mais mes prédécesseurs comme M. René Adémar, que je salue, a eu l'intelligence de le faire. Donc il a fait la zone de cantonnement des Ramiers, il y a la zone de cantonnement de Vétiver, il y a la Caravelle, il y a les Chevaliers, il y a la réserve Falco aux pêcheurs. Et aujourd'hui, ces zones de cantonnement, bon, c'est surtout celle des Ramiers qui mène à confusion encore, hein, puisque le conseil d'administration s'est prononcé, donc il n'y a pas d'ouverture, il ne fera pas d'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même des rapports de l'OFB en 2007 qui ont vu qu'en 3 mois que la zone de cantonnement était vidée. Alors, l'OFB, c'est quoi? L'Office français de la biodiversité. D'accord. Et il y a eu un rapport aussi de... Alors, comment la zone de cantonnement peut être vidée? Puisque la zone de cantonnement, c'est une zone dans laquelle la pêche est interdite, c'est bien ça? Tout à fait. C'est une zone qui est interdite à la pêche. Mais j'ai l'impression que ces temps-ci, il y a des lingots d'or à aller prendre là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui... Mais comment on peut vider une zone qui est interdite à la pêche? C'est parce qu'on pêche dedans. Donc il y a du braconnage. Donc, mais il n'y a pas de contrôle sur ça? Donc je souhaiterais que vous rencontriez quand même le directeur de la mer ou les responsables de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité, qui font les contrôles. Ils sont plus à même de vous répondre sur ces questions de verbalisation. Puisque je sais, hein, mais je préfère les laisser leur temps de parole aussi. Mais revenons un peu sur la zone de cantonnement des Ramiers. Aujourd'hui, il faut être très ouvert, très objectif. Penser à demain. Ce sont des zones tampons où il y a des géniteurs qui viennent et qui nourrissent à côté. Est-ce que le but du jeu, c'est d'approuvir ces zones? Surtout qu'on a un problème de corail qui blanchit. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de penser à la génération future qui arrive. Mais moi, à la Caravelle, je le prends... C'est très ouvert parce que c'est mon coin de travail. Cette réserve à la Caravelle, c'est le seul poumon naturel qu'on a sur la côte atlantique, où le poisson grandit, grossit et repart. Les oursins, le lambi, c'est le seul poumon. Et personne ne va pêcher là-dedans, à part le braconnage. Donc on a demandé à la direction de la mer, ainsi qu'aux agents de l'OFB, d'intensifier les contrôles. Donc il faut être très ouvert, Je pense que ce n'est même pas un débat à remettre, puisque je vois que il y a quand même des gens qui demandent l'ouverture définitive des zones de cantonnement. Mais si on ouvre les zones de cantonnement, on va les vider, non? Mais c'est clair. C'est clair et net qu'elles seront vidées. Elles seront vidées en moins de 5. Puisque je prends l'exemple de la zone de cantonnement des Ramiers. La zone de cantonnement des Ramiers, c'est un petit haricot qui fait à peine 2 km. Vous imaginez, les pêcheurs de Chelcher, de Fort-de-France, de Ducos, même si c'est des Trois-Îles, des Anses-d'Arles. Mais même moi aussi, je suis marin-pêcheur, je peux venir pêcher là-dedans. Hein. Je vais avec mes filets, je mets mes nattes. Pourquoi c'est interdit à Coutrébil? Non, c'est pas interdit à Coutrébil, je leur dois de venir au Ramier, non. Donc si je fais des efforts pour ne pas aller à la Caravelle, les marins-pêcheurs de Trinité font des efforts ainsi sur la côte de l'Atlantique de ne pas aller dans des zones comme ça. Pourquoi les autres pêcheurs ne le font pas? Est-ce que les marins-pêcheurs, la profession, elle est suffisamment associée sur ces zones de cantonnement, sur la manière de les gérer? L'économiste dont je parlais
et qui avait fait ce rapport en 1984, avait même proposé que ça soit, entre autres, les marins-pêcheurs qui surveillent, qui veillent à ce que, eh bien, les zones dans lesquelles la pêche serait interdite le soient pour de vrai. C'est-à-dire, y compris pour identifier des éventuels braconneurs. Pourquoi on ne ferait pas ça? Mais écoutez, M. Paolo, je vais vous dire quelque chose. C'est votre ressource, après tout. Je vais vous dire quelque chose de très concret. Je trouve ça quand même déplorable. Vous voyez un braconnier qui mange dans votre garde-manger, vous ne lui dites rien. Vous m'appelez, me dites, président, il y a telle personne qui braconne. Et pourquoi vous n'allez pas lui dire? Donc je suis monsieur verbalisation. Je ne suis pas monsieur verbalisation. Je suis le président du comité des pêches qui va vers les entités responsables, comme la direction de la mer, comme le préfet, comme l'OFB, pour leur dire attention, ce sont ces propres marins-pêcheurs-là qui me disent président, il y a trop de braconnage, il faut intensifier les contrôles. D'où les contrôles sur le lambi, sur les oursins et sur les autres. Oui, il y a eu des contrôles sur les oursins. D'ailleurs, il me semble avoir vu un reportage là-dessus où on avait saisi pas mal de prises. Mais pour le reste. Mais pour la zone de cantonnement, c'est pareil. La direction de la mer fait des contrôles. Je suis informé de certains contrôles. Et quand vous allez inviter le directeur de la mer, il vous dira toute la vérité, rien que la vérité. Je vais le faire et j'espère qu'il acceptera. Et dites-moi, monsieur Cotrébille, en dehors des zones de cantonnement, il y a à un moment donné, on en a beaucoup parlé, des fameux dispositifs concentrateurs de poissons. Alors, on en a mis un peu partout autour des côtes de la Martinique. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler pour nos téléspectateurs de quoi il s'agit et finalement, qu'est-ce que ça devient, cette affaire-là? Est-ce que ça fonctionne? À quoi ça sert? Et aujourd'hui, est-ce que c'est efficace? Donc, je dirais que c'est efficace puisque on dit que on parle de durabilité dans la pêche, de la pêche durable. Donc, on dira que c'est le catalyseur de la relation halieutique. Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de poisson sur la côte, on va au large, on va sur les DCP, on prend du coton, du marlin, du poisson pélagique. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels qui pratiquent cette technique de pêche s'en sortent. Mais il faut qu'il y ait du poisson, bien sûr. La problématique qu'il y a sur les DCP, c'est que l'Europe, aujourd'hui, ne finance plus les DCP. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à dissocier le DCP ancré et le DCP dérivant. Pourquoi? Parce que dans l'océan Indien, tout ce qui est dans le canal du Mozambique, les Seychelles et autres, il y a de la surpêche dans l'océan Indien. Et ils travaillent avec des DCP dérivants. C'est une espèce de grands cercles, de grands trucs flottants avec des balises et qui concentrent le poisson et ils font des coups de seine. Ce sont des tonnécéneurs. Là, c'est de l'industrie, bateau industriel, et ils récoltent le thon. Chez nous, il n'y a pas ça. Donc nous, c'est un hameçon, un poisson. Donc on ne peut pas dire en Martinique qu'il y a de la surpêche. Il faut être clair. Pour ce qui concerne les DCP. Les DCP. Il n'y a pas de surpêche. Maintenant, l'Europe veut se pencher sur le côté atlantique. Et là, c'est pour ça que je dis souvent, c'est un peu dommage que certaines personnes ne comprennent pas la position du président du comité des pêches. Quelle est sa position, quel est son rôle. Les décisions ne se prennent pas en Martinique. Les décisions se prennent au national, ou voire dans les groupes françaises. Donc il y a un autre canal, les groupes françaises, où on rencontre les vrais acteurs de la pêche, les commissaires européens, pour discuter de nos territoires. Et la question a été posée dans les groupes françaises à un monsieur Valetta, je me souviens très bien de lui, qui ne faisait pas la différence entre un DCP ancré et un DCP dérivant. Mais dites-moi, monsieur Cotrébille, à l'époque, je me souviens, c'était Sylvain Bolinois qui était le président de la commission pêche au conseil régional. Oui. C'est la région qui avait installé des DCP au large du pêcheur, je ne me rappelle plus où exactement. Il y en avait eu au moins 3 ou 4 de mémoire. Oui. Ces DCP ont disparu, ils n'existent plus. Oui, ils existent. Donc la collectivité nous accompagne toujours. Et qu'est-ce qui empêche à la collectivité d'en mettre d'autres si c'est nécessaire? Non. À supposer que ça soit nécessaire, bien sûr. Je vous ai dit aussi, M. Paolo, qu'il y a les aléas climatiques, puisque quand vous avez... on y réfléchit, puisqu'on a une commission DCP.
Le président de la commission, M. Massine Despointes, c'est un jeune qui fait pratiquement du DCP. Donc, pour la confection, il faut qu'on réfléchisse. Parce que quand le poids des sargasses arrive, il faut pas que ça se coupe. Donc, quand il y a eu, comme en 2021, un très fort courant qui a coupé tout notre DCP, il fallait automatiquement refaire le paragraphe DCP. Donc, vous voyez, c'est tout. Mais la collectivité est avec nous. Hein. D'accord. La collectivité nous suit. Donc, ces DCP existent toujours. Ils existent toujours. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on voit les faits? Est-ce que ça permet de pêcher des poissons? Est-ce que, notamment du pélagique, des marlins, du thon, des choses comme ça? Voilà, donc la confection, elle est simple. Hein. Vous avez une gueuse, pour tout expliquer à la population. La gueuse, c'est le poids qui va au fond. Vous avez le cordage. Vous avez une bâche. Vous avez un chapelet de boules, enfin des boules. Et un drapeau. Simplement repérable de jour comme de nuit. Pardon, de jour comme de nuit, puisque c'est quand même un obstacle à la navigation. Et qui est répertorié sur une carte marine. Hein. C'est obligatoire. Puisque, vous savez, avec les transits de bateaux, on est obligé de donner les coordonnées GPS, la position. D'accord. Il y a un autre point, ça sans doute le dernier point qu'on va aborder. Parmi les sources de pollution, on parle souvent des embarcations de plaisance. Alors, les chiffres que j'ai obtenus du comité martiniquais du tourisme disent qu'il y a entre 15 000 et 20 000 embarcations de plaisance en Martinique dans l'année, mais toutes ces embarcations ne restent pas un an. Certaines restent quelques jours, d'autres quelques semaines, d'autres peut-être quelques mois, et d'autres restent plus longtemps, sans que l'on puisse savoir exactement, sur ces 15 à 20 000 embarcations, combien reste quelques jours, combien reste quelques semaines. Donc on ne sait pas trop. Hein. Ça paraît... Pour le moment, il n'y a pas eu d'enquête suffisamment fiable, précise sur cette question-là. Et ces embarcations produisent... il y a des gens dessus, et donc ça produit des déchets. Alors, qu'en est-il? Est-ce que, notamment, ces embarcations qui sont mouillées au large de communes, comme on le voit, au large de Sainte-Anne, à 300 mètres, puisque ça a été écarté, c'est 300 mètres de la côte, Sainte-Anne, Marin, Anse-d'Arlay, sans doute de la baie de Fort-de-France, et puis il y a le projet de Saint-Pierre. Alors, est-ce que ces embarcations qui mouillent, on appelle ça des mouillages forêts, est-ce que ça n'est pas aussi une source de pollution? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc tout à fait, nous avons discuté de cela avec la direction de la mer, parce que vous avez parlé du dernier sujet, c'est la ZMO de Saint-Pierre, zone de mouillage organisée. Et effectivement, on a constaté qu'il y a une zone de mouillage organisée à Saint-Pierre et à Résigny à côté. Donc il y a plus d'une trentaine ou une quarantaine de bateaux sur mouillage forain. Donc, vous savez, aujourd'hui, en tant que président du conseil de gestion du parc marin, nous avons travaillé sur le sujet. Et nous y travaillons encore. Parce qu'il faut quand même avoir des zones de mouillage organisées pour que ce ne soit pas anarchique en Martinique. Hein. Donc, il faut recevoir du monde. Mais il faut jauger tout cela. Oui, mais combien? Parce que quand vous allez au cinéma, si la salle est complète, on est d'accord. On peut faire demi-tour. On est d'accord. Ou bien on peut attendre la séance suivante. On est d'accord. On n'est pas en parfait accord. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un jaugeage des différents bateaux, des différentes zones. Autrement dit, qu'on définisse le nombre d'embarcations que l'on peut accueillir. Tout à fait, c'est pour ça que je vous ai parlé de jaugeage. Mais avant de parler d'accueil de bateaux, il faut savoir si les fonds sont adaptés. Donc il faut avoir une cartographie des fonds marins pour ne pas mouiller n'importe comment. Et ça n'existe pas? Ça existe. Bon. Il y a une cartographie à jour qui a été faite par l'Office français de la biodiversité de Martinique. Et aujourd'hui, nous y travaillons. Donc, la zone de mouillage organisée de Saint-Pierre, je vais le dire directement, a posé des problèmes par rapport à des réunions de concertation, par rapport à l'ancien projet. C'est un ancien projet qui date de 2013. 2013, la Chambre de commerce, oui. C'était pas le... Oui, d'accord. C'était pas Bruno Nestor-Azurou qui était président dans le temps, c'était M. Alfred Montieu. Donc, il hérite de ce document, mais moi aussi. Donc, avec les pêcheurs, nous avons constaté, nous avons remarqué que nous allons perdre notre espace de travail. Donc, nous avons été sur le terrain, nous avons
conclu un accord, on doit se rencontrer, c'est pas terminé, mais il faut qu'on fasse les choses bien. On ne peut pas aujourd'hui dire que la zone de mouillage organisée ne sera pas faite à Saint-Pierre. Elle sera faite. Mais il faut que l'activité de pêche et pêcheurs y soit. Mais est-ce que tout le monde... est prévu, est-ce que ça vous paraît pas... Parce que, bon, à Saint-Pierre, ça prend... Ouais. Depuis la Roxelane jusqu'à la zone de mouillage, ça fait quand même un nombre de bateaux assez... Et puis c'est près de la côte, en plus. Oui, tout à fait. Parce que, bon, il y a du fond, là. Oui. Bon, au niveau du Corbet, le maire est déjà beaucoup plus hésitant. Il y a même un marin-pêcheur, un aquaculteur, à la place duquel il semble qu'on veuille mettre des bateaux. Alors, est-ce que le comité régional des pêches et de élevage marin a été vraiment associé en tant que tel à cette affaire-là? Alors, pour ce projet de zone de mouillage organisée, sous les documents que j'ai, mon prédécesseur, il a participé à une réunion. Et les 3 autres, non. J'ai toutes les réunions de concertation et je peux dire qu'il n'a pas... C'était vraiment dommage. Et je lui ai dit que quand j'aurai le temps de le rencontrer, je lui dirai en face. Il est aujourd'hui élu territorial. Il est élu de la collectivité. Donc il est président de la commission pêche, c'est M. Marren, et il aurait dû être auprès des pêcheurs. Comme moi, je le suis. Je suis à Saint-Pierre, j'étais à Saint-Pierre plus de 5 fois, parce que les professionnels, c'est pas qu'ils m'ont demandé. Parce qu'il faut être à côté de ces pêcheurs, quelle que soit leur problématique. Parce que là, c'est une problématique sérieuse. C'est pas une histoire de... On mange pas. C'est que si aujourd'hui on fait une zone de mouillage et on ne concerte pas les marins pêcheurs par rapport à l'activité professionnelle, c'est quoi ça? Depuis quand on fait ça? Donc vous êtes médecin, je viens dans votre laboratoire, je mets ma blouse blanche et puis j'exerce. Je comprends pas, il faut qu'on m'explique. Donc les professionnels l'avaient bien dit lors d'une réunion de concertation en février 2013 que l'activité de Seine se faisait à 200 mètres. J'ai constaté que ça n'a pas été pris en compte. Je vois que le 2 octobre 2015, sur la réunion de concertation avec le maire de Saint-Pierre, il était là. On dit que les investissements à terre devaient être faits avant. Ça n'a pas été fait. Pourquoi on a fait le pont et la rivière après? Donc il faut se reconcerter. Est-ce que, par exemple, cette zone de mouillage organisée ne va pas remettre en cause la pêche au balaou, par exemple, que l'on pratique sur cette partie de la Martinique? Mais M. Marolo, vous posez une très bonne question. Aujourd'hui, ce sont ces professionnels qui me disent, Président, si j'arrive pas à payer mes charges, je viens te voir. Mais c'est pas moi qui suis... Je suis pas à ni à l'initiative de faire des zones de mouillage. Mais il faut qu'on soit au moins ouvert à la discussion. Il y a des hommes et des femmes qui pratiquent un métier, quel que soit le bord de métier. Mais ma représentativité des 2 corps, je dirais que ce soit au niveau du comité, au niveau de l'OFB, je ne suis pas instable, hein. Je suis très bien. Je suis comme un poisson dans l'eau. Aujourd'hui, je veux travailler avec tout le monde, mais il faut que tout le monde travaille avec nous aussi. C'est pas on fait le projet et puis on passe sous le pont, ou bien on passe sous les récifs et puis on a terminé. Je vais avoir les idées des uns et des autres et puis j'estime que quand même, M. Paolo, je suis quand même encore frais de l'âge. J'ai encore des compétences. Je suis un jeune qui s'investit, qui a envie de s'investir pour l'île de la Martinique, dans le domaine maritime. Pourquoi aujourd'hui, certaines personnes veulent saquer ou bien plus ou moins me court-circuiter ou me zapper. Bon, c'est un peu triste à dire, mais je vais dire honnêtement. Et ça m'empêche pas de dormir, en tout cas. Au contraire. Ben, j'espère bien, parce que bon, vous avez du pain sous la planche au comité régional des pêches. Oui. Même du poisson, d'ailleurs, sous la planche. Oui, ironiquement, oui. Bon, enfin, ben écoutez, je pense que l'on a fait à peu près le tour des questions sur lesquelles je voulais un petit peu vous interroger, et puis que nos téléspectateurs puissent faire votre connaissance. Oui, bon, vous m'avez proposé d'interviewer le directeur de la mer, mais nous allons tâcher de voir ça, parce qu'il y a quand même des questions qui se posent, notamment sur le contrôle des zones de cantonnement, sur le contrôle de ce qui se fait d'une manière générale. Voilà, eh bien, monsieur Contrebelli, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à cette émission. Et puis, vous souhaitez que le comité des pêches et élevages marins soit peut-être davantage entendu? Bon, il est entendu. Oui, il est entendu. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Je dirais, peut-être, certaines personnes ne sont pas patientes, même si ça prendra 2 ans, 3 ans, mais on y arrivera.
Je sais que je fais confiance au président de la collectivité, je fais confiance à toutes celles et ceux qui sont en place, qui sont en poste, pour qu'on puisse y arriver pour notre biodiversité, pour notre pêche, pour la santé, pour tous les secteurs. Votre mandat se termine quand, monsieur? Ben, dans 3 ans. Dans 3 ans. Eh bien, nous allons nous revoir avant pour faire le bilan. Oui. Hein, et voir si tous les espoirs que vous avez indiqués là à l'instant, eh bien, sont des espoirs qui se sont concrétisés. Je pense qu'il y a certains qui seront imminents. Eh bien, merci infiniment. C'est moi, et puis je remercie quand même Zouk TV de m'avoir reçu. Et puis un bel bob à la population martiniquaise. Et puis n'hésitez pas, comme on disait chez nous, manger poisson frais, manger poisson local. Pas du problème. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt.